Bonsoir à ce nouveau Live Cannes. Salut Claire. Salut Hugo. On a fait encore plein de belles choses aujourd'hui. On a fait et vu plein de belles choses. On vous montrera des interviews de Virginie Efira, de Lily Rose Depp. Donc un programme encore assez sympa pour aujourd'hui. D'abord, on va commencer avec la montée des marches d'hier soir d'Asteroid City avec un parterre de stars hors du commun. Ah bah oui, c'était la montée qu'on attendait cette semaine parce qu'on avait une bonne partie d'Hollywood qui débarquait sur la croisette. Tom Hanks, Scarlett Johansson et j'en passe. Enfin voilà, c'était c'est un casting à la Wes Anderson en fait. Un casting. Bryan Cranston aussi, star de Breaking Bad et de Malcolm, la série aussi. Tu as une vraie affection pour cette série, Malcolm? Bah oui, franchement, ça a clairement marqué toute une génération. Ouais, complètement. Moi, je suis plus Breaking Bad, mais... Moi aussi, en vrai, mais Malcolm quand même. Mais voilà, c'est un acteur qui a traversé plusieurs générations au final, d'une certaine façon, grâce à ces séries qui sont quand même diamétralement opposées, on va dire, dans la tonalité. Et voilà, alors il y avait tout ce beau monde sur le tapis rouge, on attendait ça énormément, on attendait ce film énormément et on vous dira tout à l'heure ce qu'on en a pensé. On peut même le dire maintenant parce que en plus comme la projection du film a eu lieu hier soir, on peut maintenant en parler. Donc Claire, toi tu l'avais vu, tu l'as pas vu à Cannes, tu l'avais vu avant. C'est ça? Oui, mais normalement, faut pas trop le dire. Mais tu l'as vu à Cannes. Voilà, je l'ai vu à Cannes. Je l'ai vu avant à Cannes. Enfin voilà, je l'ai vu quoi. Et alors qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, pour dire simplement, je me suis quand même sacrément ennuyée. Voilà. Après, j'y allais en connaissant le risque, parce que moi, les derniers films de Wes Anderson, ils m'ont vraiment laissé sur le côté. Voilà, c'est un esthétisme magnifique, il cadre magnifiquement bien, il y a une lumière magnifique, mais alors, il n'y a pas vraiment d'histoire. Donc, et sur le côté ennuyeux, pour tout vous dire, moi j'ai vu la projection ce matin à 8h30, donc bon, 8h30, il est tôt, les gens sortent parfois tard à Cannes, mais pour tout dire, il y avait quelques personnes quand même qui dormaient dans la salle, c'est-à-dire que moi, les deux personnes qui m'entouraient, les deux sièges à côté, tout le monde dormait. Donc c'était quand même assez particulier. Non mais c'est quand même risqué de mettre du Wes Anderson en deuxième semaine du Festival de Cannes. C'est-à-dire non seulement les gens sont fatigués, mais en plus voilà, ils sont plus réceptifs à ces films qui s'étirent, quoi, parce que ça s'étire. Et moi, à titre personnel, je ne sais même pas comment présenter le film et le résumer. Oui, parce qu'en fait, l'histoire n'a pas vraiment de fil, quoi. On comprend pas vraiment où ça va. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai trouvé que même visuellement, esthétiquement, par rapport aux autres Wes Anderson, je trouve que c'est quand même un ton en dessous. Il y a un côté un peu carton-pâte. Alors je pense que c'est assumé. Parce que, comment le dire simplement, en gros, c'est une sorte de mise en abîme de la création d'une pièce de théâtre. Donc, soit, admettons que le côté carton-pâte soit fait exprès pour dire, voilà, la pièce de théâtre dans la pièce de théâtre. Mais c'est vrai que c'est un peu moche. Donc c'est une petite déception pour Cannes. Pour toi, en tout cas, pour ton Cannes à toi. Ça va être très méchant, mais j'en attendais pas grand-chose, en fait, honnêtement. Ah, au moins ça a le mérite d'être clair. On va maintenant pouvoir parler du film de Valérie Donzelli avec Virginie Efira et Melville Poupeau, que tu as aussi vu, et pour le coup peut-être que ton avis est un peu différent. Mais on va tout de suite déjà regarder la bande-annonce. J'étais folle de lui. Eh bien oui, je parle fort parce que je suis heureux et j'ai envie de le crier. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. J'aime tout. Moi aussi. C'est plus sage d'attendre un peu. À mon âge, moi j'ai plus envie d'être sage. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Et l'amour. Tu te plains de ton mari? Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi? Pardon, excusez-moi. Pourquoi tu m'as raccroché au nez? J'étais en cours. Tu rentres à quelle heure? 17h, pourquoi? Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein? Oui, il est comme ça. Bah t'es complètement fou. Bah, je te parle mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Je te veux que pour moi. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Et vous suivez? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. T'étais où? Oh Blanche, je t'aime tellement. Je vous préviens, le chemin va être long. Vous devrez dire des choses qui vous font souffrir.
C'est une guerre. Bon, alors est-ce que ce film a davantage eu tes faveurs? Ah mais complètement, franchement c'est un film où chaque scène est presque un uppercut. Alors la thématique, on l'a vu dans la bande-annonce, elle n'est pas forcément évidente d'accès et vraiment je dis aux gens, n'ayez pas peur, le film est en salle. Aujourd'hui il faut absolument aller le voir. Certes c'est un film sur des violences conjugales, sur une femme qui va se retrouver mariée avec un pervers narcissique et qui va se retrouver piégée dans ce quotidien où elle souffre et où en même temps, voilà, elle peut pas partir de chez elle parce qu'il y a ses enfants, il y a sa vie de famille et qu'elle est manipulée. Mais c'est tellement bien joué, c'est tellement bien tendu. C'est pas un film sociologique, c'est vraiment un thriller. Donc on est avec elle, on a envie de la secouer, on a envie de l'aider et on souffre avec elle. C'est vraiment un film très vibrant. Il n'est pas en compétition, faut le dire. Il est à Cannes Première, mais Cannes Première c'est vraiment pas la section poubelle du Festival de Cannes, parce que l'année dernière à Cannes Première il y avait La Nuit du 12, le film de Dominique Moll et qui a tout simplement été le grand gagnant de la dernière cérémonie des Césars. Donc vraiment c'est une sélection de qualité et ce film-là pour moi c'est vraiment l'un des films que j'ai préféré dans toutes ces sélections cannoises. Donc vous avez la chance de pouvoir le découvrir en salle, allez-y, 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 allez-y. Tu y vas? Bah, j'ai pas réussi à trouver de place là pour y aller à Cannes, mais j'aurai l'occasion d'y aller à Paris quand on viendra. Il y a des cinémas dans le coin, hein, tu sais. Mais là, je crois qu'il n'y a pas le temps. Et donc, L'amour et les forêts, c'est aussi un film qui est porté par deux très grands acteurs du cinéma français. Ouais, Virginie Efira, elle est incontournable. Elle a eu enfin un César à la dernière cérémonie pour Adieu Paris. Je dis enfin parce que... Meilleure actrice. Meilleure actrice, tout à fait, dans un premier rôle. Je dis enfin parce que c'était un peu, je sais pas, le Poulidor, comme aurait dit mon grand-père du cinéma, tous les ans nommé au César. Ça faisait combien de fois de suite qu'elle était nominée, tu te rappelles Tout à fait, elle l'a eu à la 6e fois quand même, 6e fois. Et c'est une actrice qui fait un parcours quasiment sans faute. Même j'ai envie de te dire, au lieu d'égrener tous les superbes films dans lesquels elle a été, j'ai presque envie de te donner le seul nanar dans lequel elle a été, c'est Don Juan. Est-ce que tu connais ce film Don Juan? Je ne l'ai pas vu. Eh bien, je vous encourage aussi à voir Don Juan avec Virginie Efira et Tahar Rahim, parce que ça, en termes de nanar, c'est vraiment un film qui, si on le regarde au second degré, est très très drôle à voir. Voilà. Mais sinon, mis à part ça, sa filmographie, elle est quand même impeccable, parce que même quand elle va dans du cinéma très grand public, et ben ça donne 20 ans d'écart, ça donne Le Grand Bain, donc c'est quand même des comédies qui ont marqué les esprits. Donc vraiment, c'est pour moi l'une des plus grandes actrices à l'heure actuelle. Donc là, on la retrouve, ouais, tu allais dire qui va un peu disparaître des écrans dans les mois à venir pour un heureux événement, puisqu'on l'a vu, hein, elle est très très enceinte. Mais voilà, là, elle nous dit au revoir avec un très joli film. Et donc un film qui aborde les violences conjugales, un sujet difficile. Elle nous a raconté en interview, parce que tu as pu l'interviewer, c'était hier. Exactement, c'était hier. Et on va écouter justement ce qu'elle nous dit sur l'importance d'évoquer ces sujets-là. Ça peut jamais être, je crois, l'ambition première, c'est-à-dire que parce que pour ça il y a plein d'autres supports, hein. Il y a des choses qu'on peut lire, il y a du documentaire et tout ça. On peut pas se dire tiens je vais faire un film pour que on fait un film parce qu'on y croit, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on a l'impression que parce qu'on la comprend on pourrait transmettre, parce qu'il y a une histoire qui est à raconter. Mais le fait que du coup il y ait ça aussi, oui, moi c'est majeur pour moi. En fait, aussi, c'est parce que je crois que sans représentation des choses, on peut pas se reconnaître. Si c'est dans l'invisibilité, si on n'en parle pas, ou si on met ça, que ça soit dans les œuvres, mais ça l'était aussi médiatiquement, c'est-à-dire dans l'idée du crime passionnel, dans l'idée de c'est ça l'amour passionnel, il y a de la violence et tout ça, où on mettait celle qui recevait la violence comme celui qui la donnait au même endroit, comme faisant partie de la spirale infernale de l'amour. Non, c'est très récent en fait aujourd'hui qu'on voit ça dans un continuum des violences faites aux femmes et qu'on l'extirpe et que c'est par des représentations cinématographiques aussi qu'on peut tout d'un coup sortir de l'endroit de l'invisibilité et qu'il y ait une reconnaissance possible de ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, c'est vrai que moi, normalement, comme j'adore jouer, j'adore faire 12 milliards de prises. Et il m'est arrivé certains moments où on jouait ces scènes qui étaient très très longues, tout ça, où c'était éprouvant. Heureusement que ça l'était quand même si nous ne sommes que dans des représentations. Heureusement que c'était éprouvant. Et quand c'était fini, et que je me disais, bon, là, je crois que c'est bon, là. J'entendais Valérie qui disait, on la refait? Ok, oui, pas de problème, pas de souci. Il y avait... Et moi, j'ai un déni comme ça de la vulnérabilité de l'acteur, parce que c'est pas une idée qui me plaît tellement... l'idée qu'on peut se confondre avec son personnage ou l'idée de la vulnérabilité. Mais il y a des choses que j'ai faites avec Valérie que j'avais jamais fait sur un autre film. Je me souviens d'un moment, je suis allée la voir.
moi, je me dis, pour moi, c'est vraiment un truc des actrices des années 60 qui vont voir le metteur en scène en disant, est-ce que tu me regardes encore? Est-ce que tu m'aimes? Je fais jamais ce genre de choses. Et je l'ai fait dans un moment, je me dis, tiens, en fait, ça raconte une vulnérabilité. J'ai été rejoint par notre ami Édouard Bonamour, journaliste culture à BFM TV. Salut Hugo, salut à tous, ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. On était ensemble il y a 2 jours pour aller à la soirée de The Idol, l'événement série à Cannes. Quelle galère, quelle galère cette soirée quand même. Enfin, c'est comme ça que tu voulais le présenter ou pas, ou tu voulais dire que c'était bien? Comme on le disait hier, nous on n'a pas pu rentrer évidemment, mais on n'a non plus pas eu The Weeknd qui devait venir faire des photos et potentiellement répondre à nos questions sur le tapis rouge qui était organisé devant la soirée. Pourtant The Weeknd, il était bien à l'intérieur où il y a eu un concert auquel on aurait aimé. Visiblement de dingue. Il était avec le groupe Justice et ils ont mixé ensemble. Et il paraît qu'il a chanté. Enfin, il y avait un décor en plus à l'intérieur qui était dingue. Il paraît que c'était la soirée du festival où il fallait être. Bon, on est resté dehors. Il y avait également Travis Scott. Il y avait aussi Travis Scott. Alors, je ne sais pas s'il a fait quelque chose pendant la soirée, mais effectivement, on l'a vu passer sur le tapis rouge. Ouais, ça, c'était pas mal aussi. Mais il y avait 2-3 rostas quand même. Hein. C'était assez branché comme soirée. C'était plutôt pas mal. Mais nous, on est resté dehors. Mais bon, t'es pas totalement à plaindre non plus puisque tu as pu avoir Lily Rose Depp qui joue évidemment le rôle principal dans la série. Tu as pu la voir en interview aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est très bien passé. Alors, je l'ai retrouvé. Bon, j'ai fait 7 minutes d'interview. Tu sais, c'est ce qu'on fait depuis le début du festival, ce qu'on appelle les press junkets. Donc, tu n'as vraiment pas beaucoup de temps. Tout de suite, ce qu'on m'a dit, c'est aucune question ni sur son père, ni sur sa mère. Pas de questions sur la famille. Comme ça, c'était carré et efficace. Ses parents, évidemment, tous les deux des stars. Ses parents, tous les deux, des stars, ouais. Johnny Depp, Vanessa Paradis, on peut dire que c'est plutôt des stars, mais je pense qu'elle en a marre qu'on lui pose toujours des questions. C'est bête parce que j'avais une question qui était en plus, je trouvais intéressante. Il paraît que pour le casting de la série The Idol, pour passer le casting, il paraît qu'elle a emprunté des vêtements à sa mère. Donc je trouvais que c'était intéressant, mais j'ai pas eu le droit de poser la question. Et ouais, écoute, on s'est retrouvés au Carlton, 7 minutes d'interview. Bon, elle avait un peu de retard, comme toutes les stars, sinon c'est pas une star, sinon c'est pas drôle. Une petite 45 minutes de retard, tranquille. Et non, elle quand même sur une journée. Ouais, non, heureusement, ils avaient des madeleines délicieuses au Carlton. Et écoute, je l'ai trouvée étonnamment très à l'aise. Je sais que tu te fous de ma gueule parce que je lui ai dit qu'on s'était rencontrés il y a quelques années, parce qu'on a rencontré Lily Rose Depp avec Claire Fleury qui était juste là avant. Il y a, je sais plus si c'est 4 ou 5 ans peut-être, en tout cas pour le film La Danseuse, elle partageait l'affiche avec Gaspard Ulliel. Et donc une vraie amitié est née entre Édouard et Lily Rose Depp. Cet homme est extrêmement moqueur, il faut que vous le sachiez. Pas d'amitié, j'aurais bien aimé, mais non, pas d'amitié, mais quand tu la revois, tu places un petit mot, machin et tout. Donc, et c'est vrai que le contraste entre qui elle était il y a quelques années, c'était encore une toute jeune fille, de mémoire, elle devait avoir peut-être 17 ans, je pense. Et là, cette année où elle revient, The Idol, c'est un rôle quand même, on l'a dit, on l'a répété, hyper très sexualisé, très physique, où elle est très souvent dénudée, donc c'est vraiment une émancipation pour elle, je trouve. Et donc voilà, et je l'ai trouvé super à l'aise. On a fait l'interview en français. Ouais. Et on va peut-être écouter un extrait. Ouais, on va tout de suite écouter Lily Rose Depp justement sur cette question d'accepter un rôle très physique, ce qui a une incidence potentiellement ensuite sur la suite de sa carrière. Ça peut. On l'écoute. Pour moi, non, aucune hésitation, parce que c'est des gens à qui je fais, d'abord pour qui j'ai énormément de respect et d'admiration pour leur travail, individuellement et ensemble, mais aussi des gens à qui je fais confiance, vraiment, et je savais qu'ils allaient m'accompagner dans ce tournage, dans cette histoire, dans cette expérience, de manière très familiale. Enfin, j'ai l'impression de travailler avec ma famille, d'être vraiment à côté des gens qui m'aiment, que j'aime, qu'on se respecte mutuellement. Donc non, pour moi, aucune hésitation. Pour moi, ça a été une collaboration à 100%, et il n'y a absolument rien qui m'a été imposé. J'ai été pour vraiment la première fois inclus dans la création du personnage à ce point. Évidemment, il y a toujours des conversations à avoir avec son réalisateur et tout ça, et ses co-stars. Mais là, j'ai vraiment l'impression que Sam et Abel m'ont donné
seulement donné la place, mais qui avaient envie de savoir mon avis sur des choses, qui avaient envie que je fasse partie vraiment de la création de ce personnage, qu'on la construise ensemble. Et donc, ouais, comme ça, c'est pour ça que je comprends pas vraiment la conversation autour des pressions que j'aurais pu subir, parce que j'en ai absolument pas ressenti. Parce que comme Lily Rose Depp le laisse entendre, il y a eu un début de polémique sur le tournage de la série. Ouais, en fait, cette série, elle est polémique pour deux raisons. La première, c'est que c'était au moment du tournage, en fait. On a dit, ce qui s'est passé, c'est que The Weeknd et Sam Levinson, donc le créateur de Euphoria, ont écrit une histoire, ont écrit un scénario. Ils ont eu l'idée tous les deux. Ils ont écrit une première version et ils ont donné la réalisation à une réalisatrice qui s'appelle Amy Seimetz, je crois, dans mes souvenirs, si je ne me trompe pas, qui a réalisé la série Atlanta, qui avait beaucoup fait parler d'elle, qui est une excellente série. Ils ont donné la réalisation à cette femme qui a tourné 80% de la série, de la première saison de The Idol, pour un budget aux alentours de 50 millions de dollars. Et en fait, ils se sont aperçus très vite, Sam Levinson et The Weeknd, que le point de vue de cette réalisatrice ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient délivrer comme message. Et ils ont tout bonnement viré cette nana. Et ils ont décidé de reprendre les rênes de cette série et d'en faire quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'ils voulaient faire, à savoir un point de vue peut-être un peu plus masculin. C'est ce qu'on a beaucoup dit, parce qu'en fait il y a un long article, une longue enquête de Rolling Stones qui est sortie au moment du tournage. Donc ça a été la première polémique. On a dit en gros que le surcoût de la série, parce que ça a coûté, je crois, à peu près le double de ce que ça avait dû coûter. Ça se compte en dizaines de millions de dollars. Ils ont quasiment tout refait, paraît-il. Ils ont fait que des reshoots de toutes les scènes. Et puis, il y a eu une deuxième polémique qui est un peu ressortie ici à Cannes, à savoir un point de vue très masculin. Certaines personnes trouvent que la série fait un petit peu l'apologie du viol. Parce que, juste pour rappel, en gros, c'est l'histoire de cette pop star que joue Lily Rose Depp. Elle est un peu dans un creux de sa carrière parce qu'elle vient de perdre quelqu'un. Je ne vais pas tout dévoiler non plus. Elle est dans un creux de sa carrière. Elle rencontre dans une boîte de nuit, dans une soirée, un gérant, un patron de boîte de nuit, de cette boîte de nuit, qui en gros va l'aider à renaître artistiquement. Sauf que s'instaure entre eux une espèce de relation toxique où à la fois il l'emmène plus loin artistiquement et en même temps il profite un peu d'elle. Il y a un côté très sexuel entre eux, un peu 50 Shades of Grey, mais plus trash quoi. Et donc il y a beaucoup de gens, et notamment ici à Cannes, qui dénoncent ça en disant c'est ce qu'on appelle le male gaze. Tu sais, c'est vraiment les hommes qui prennent le pouvoir sur les femmes, et les femmes deviennent un peu des femmes objets qui disent rien, quoi. Il faut attendre de voir, je pense, toute la première saison. Nous, pour l'instant, on n'a vu que les 2 premiers épisodes. Parce que tout n'était pas projeté, même pour la presse à Cannes. Ouais, on n'a vu que les 2 premiers. Il faut se faire une idée sur la totalité des épisodes. Mais en tout cas, voilà, ça a été ces 2 polémiques ont pas entaché, parce que je pense que c'est entre guillemets très bien pour la série, tu vois, qu'il y ait une polémique comme ça. Finalement, c'est un coup de pub qui est. Tu crois qu'ils en profitent finalement? Je sais pas s'ils en profitent. En tout cas, pour la série, c'est de toute façon un coup de pub. Il n'y a rien de mieux que quand on parle de toi, les gens ont forcément envie d'aller voir. En plus, avec la hype de. Enfin, quand tu mets Lily Rose Depp qui a, je sais pas, peut-être 7 millions d'abonnés Insta, The Weeknd qui est quand même une star, une pop star incroyable, hyper connue, Sam Levinson qui a fait Euphoria, tout le monde connaît Euphoria aujourd'hui, il y a de toute façon un effet de hype que tu peux pas louper, quoi. Donc, en plus, ce coup de projecteur en disant il y a un truc un peu polémique, c'est un peu crade, mais on sait pas trop, il faut que vous fassiez. C'est un peu un coup de pub, ouais, aussi. Et tu disais, sinon, Sam Levinson, Lily Rose Depp, The Weeknd, des immenses stars qui sont aussi elles-mêmes habituées à côtoyer d'autres grandes stars à Hollywood. Et on s'est demandé si c'était une source d'inspiration, si c'était inspiré d'une seule personne pour jouer, pour créer le personnage de Jocelyn, donc, qui est interprété par Lily Rose Depp et qui est une pop star montante. Toi, tu pensais que peut-être ce personnage était inspiré par une personnalité particulière? On sait d'ailleurs, je vais même être très honnête avec notre communauté qui nous regarde, c'est toi qui me l'as appris que The Weeknd et Sam Levinson avaient rencontré Britney Spears et on ne savait pas trop pourquoi, et en fait on s'est rendu compte que c'était plus ou moins peut-être une source d'inspiration, en tout cas que c'était librement inspiré de sa vie quand Britney Spears a pété un plomb, qu'elle s'est rasé la tête, que machin. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de toutes ces pop stars, et surtout ça raconte l'histoire des pop stars mais aussi de leur entourage. Donc forcément que Lily Rose Depp, qui est quand même dans le milieu
des restas, des célébrités de Los Angeles depuis sa plus tendre enfance, parce que fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, elle les a forcément côtoyés à un moment ou à un autre, et pareil pour The Weeknd. On va écouter justement Lily Rose Depp sur cette question. Bah, on a absolument infusé la série avec toutes nos expériences dans ce monde, dans Los Angeles, dans le entertainment business, la mienne, celle d'Abel, celle de Sam. Mais non, je pourrais pas dire que c'est basé sur une personne ou des personnes en particulier. Il y a des gens de qui je me suis inspirée, mais plus pour des trucs d'énergie et pas pour un truc aussi précis. Donc on a pu voir, Edouard, qu'ensuite, après la projection, tu avais bien préparé toute ton interview avec Lily Rose Depp, ce qui fait entièrement partie de ton boulot. Et moi, ce matin, je suis allé rencontrer des jeunes lycéens qui sont venus en fait avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui convie pour la 5e année des jeunes lycéens d'Allemagne et de France à venir à Cannes pour se découvrir en fait le métier de critique de cinéma. Donc il y a des ateliers qui sont organisés tout au long de la semaine et j'ai pu assister à l'un d'entre eux ce matin. On regarde ça. Alors l'atelier de ce matin consiste en l'apprentissage express, moins de 3 heures, d'un entretien avec la réalisatrice d'un court-métrage que les élèves, donc à la fois de lycée français et de lycée allemand, ont découvert hier, qui est un film d'animation qui parle de menstruation, de découverte du corps de la femme et d'émancipation. Alors c'est pas une critique, c'est vraiment un entretien, c'est-à-dire à partir de leur ressenti, de ce qu'ils ont éprouvé quand ils ont vu le film, déconcertés, intéressés, le choix de l'animation, le choix des thématiques, c'est essayer comme ça de sortir un tout petit peu leur expérience de spectateur pour en faire l'exercice, l'expérience de journaliste, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir de tout cela, on va structurer une interview, essayer de demander à la réalisatrice quels sont et pourquoi ses choix esthétiques, politiques, féministes, pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire ce film-là, en sachant que l'animation, ça demande énormément de travail, beaucoup de solitude et beaucoup de temps. Donc ce sont vraiment des choix qu'il faut affirmer et qu'il faut persévérer pendant un très longtemps. Donc c'est intéressant, effectivement, qu'à partir de ce qu'ils ont ressenti, ils posent ces questions-là à la réalisatrice. Ça fait plusieurs années que je fais l'exercice et c'est toujours extrêmement intéressant parce qu'après un tout petit temps de timidité, en fait ils ont plein de choses à dire, ils ont ressenti plein de choses, ils ont été vigilants à des trucs que peut-être moi-même n'ai pas vus. Donc c'est intéressant, l'idée c'est pas du tout de leur imposer mon carcan ou ma façon de travailler, c'est au contraire vraiment de recueillir un maximum de leurs opinions, de leurs émotions et puis autour de ça, que ça se transforme en questions. On a parlé d'un court-métrage qu'on a vu hier qui s'appelle La saison pourpre. Je pense qu'en sortant de la salle, on a tous eu un peu le même sentiment. C'était un petit peu spécial. On n'a pas tout à fait compris le sens. Et puis en fait, à force d'échanger sur les avis là, pendant l'heure qu'on vient de passer et d'en parler avec les autres, on a commencé à trouver des idées un peu plus précises. Les symboles qui pourraient être cachés, la signification en fait du court-métrage qu'on a vu. C'est vrai qu'au cinéma, je ne m'attendais pas à autant de recherches, autant de codes peut-être cachés et du coup c'est très intéressant de voir un peu en fait comment le journaliste prépare ses questions avant que nous on ait l'interview finie avec les réponses et voilà. Toi Edouard, ça se passe comment pour préparer tes interviews? Est-ce que tu as une recette miracle? Combien de temps ça te prend? Est-ce que c'est variable en fonction des personnalités que tu vas aller voir? Écoute, pour préparer mes excellentes interviews, non, ça dépend. En fait, il n'y a pas de recette miracle parce que déjà à Cannes, parfois tu peux avoir 5 minutes comme tu peux avoir 2h30 pour préparer une interview, donc tu sais pas trop. Je trouve que tu essaies toujours de te poser la question, tu essaies de réfléchir d'une manière un peu différente, à savoir tu te dis qu'est-ce que tu aimerais évidemment que l'artiste en face de toi te réponde, mais après il y a toujours des manières un peu détournées à trouver parce que comme je disais tout à l'heure, il y a parfois des gens, des artistes où tu n'as pas le droit de poser telle ou telle question, c'est parfois difficile d'aborder certains sujets, donc il faut toujours trouver un petit moyen psychologique, pas de les piéger, mais de tourner autour du pot, tu vois, sans les blesser, sans les choquer, sans les bousculer trop. Donc non, il n'y a pas de recette miracle. Et tu disais aussi, une des principale difficulté, c'est qu'ici à Cannes, donc il y a énormément de grosses stars, il y a aussi énormément de journalistes et donc en fait ils doivent faire un nombre incalculable d'interviews, donc on a
très peu de temps à chaque fois. Donc il faut bien choisir très précisément les quelques questions que tu peux poser. Ah bah là, quand t'as 7 minutes, tu te rends compte que ça va très vite. Ouais, bah tu vois, nous ça fait déjà, je sais pas, 20 minutes qu'on parle, on s'en rend pas compte. 7 minutes, au début tu prépares 10 questions, puis en fait tu te rends compte que tu vas en poser 3. En plus, si t'as une personne en face de toi qui est un peu bavarde, alors là c'est mort. Mais et en plus, tu sais, t'es dans des pièces, dans des chambres d'hôtel où t'as 3, 4, 5 personnes autour de toi. Là tout à l'heure j'avais une personne un peu dans un angle décalé de Lily Rose Depp qui me faisait 3 minutes, ensuite qui me faisait 2 minutes, qui me faisait 1 minute et puis ensuite qui me fait on arrête. Donc t'es un peu en stress quoi. Avec les spots en plus il fait 52 degrés, donc t'es bien, t'es à l'aise, t'es tranquille. Parce qu'on dit aussi souvent que en fait, généralement les actrices et les acteurs sont pas particulièrement fans de ces moments qui sont assez éprouvant pour eux parce que c'est très long. En fait, on reste des heures entières et ils racontent généralement la même chose parce qu'on leur pose souvent des questions en rapport avec le film. Il y en a très peu, donc ça revient souvent, ils se répètent. Mais à Cannes, il y a la recette miracle pour pouvoir se reposer. Très bonne transition. Pour les stars. Excellent. On a notre journaliste Candice Mahou qui allait en fait à la suite Sandra. C'est une suite qui accueille des marques qui présentent en fait leurs produits aux différentes personnalités qui peuvent passer sur la croisette. Et elle a notamment découvert un caisson un peu particulier pour pouvoir se reposer. C'est assez étonnant. On vous laisse regarder ça. The technology is very simple. It's combining of pressure and breathing 90% pure oxygen, and when those two things come together, the oxygen is getting overflown into all cells of the body. So it's a very natural, it's not even new, it's an old thing, but it's lately coming out because research are being done, expanded. It was a very, a sleep, a beauty and a giant sleep tool that is coming out now. On a le soleil qui commence tout doucement à baisser derrière nous. On est bien là, non? On est bien, on est bien, regarde. Claire, elle avait un peu froid. Il y a une vue de dingue. Ouais, mais Claire, elle se plaint. Regarde, si on se décale, regarde, c'est pas beau ça? C'est génial, c'est magnifique. C'est la magie du festival. Ah oui. Festival qui continue demain et encore une fois, on a plein de très belles choses de prévues, dont une rencontre avec une immense star du cinéma, un immense réalisateur. Quentin Tarantino qui sera à Cannes, qui est venu plusieurs fois à Cannes, hein. Il est venu la dernière fois avec Once Upon a Time in Hollywood, où il y avait quand même Brad Pitt et DiCaprio. Là il revient demain pour faire une masterclass, présenter aussi un petit film, visiblement on en saura un peu plus demain, mais voilà, on va se pointer là-bas là, pour tous les cinéphiles, enfin en tout cas... Je dis ça, non, il y a peut-être des cinéphiles qui n'aiment pas Quentin Tarantino, mais moi, ça fait partie des cinéastes qui m'ont marqué à plusieurs reprises. Donc j'avoue que demain, c'est grosse excitation pour moi de le rencontrer, quoi, de le voir. C'est quoi le Tarantino qui t'a le plus marqué? Je dirais, moi, mon choc de cinéma, parce que peut-être que c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma, ce serait Kill Bill, première partie, volume 1. Ouais. Bah ouais, l'esthétique, l'histoire, tous les personnages hauts en couleur, les scènes de dingue. J'adore cette histoire de revanche. Pour moi, c'est génial. Après, je trouve que tous les Tarantino ont quand même des qualités folles, quoi. Tarantino qui a eu beaucoup de succès à Cannes puisqu'il a remporté la Palme d'Or avec Pulp Fiction. Pulp Fiction, ouais, en 94, si je me trompe pas. Attention. Je me demande si c'est pas l'anniversaire. Je crois que c'était le plus jeune cinéaste à recevoir la Palme d'Or. C'était lui, peut-être. Je vois Claire qui me fait des signes, c'est pas lui. Bon bah voilà, donc c'est pas lui. Mais c'était un des plus jeunes, en tout cas. Mais ouais, Palme d'Or avec Pulp Fiction. Ouais. En tout cas, on aura donc 94 Pulp Fiction. Donc tu avais raison. J'avais raison, tu vois. Je suis assez content. J'avais au moins un truc de bon, quoi. La classe. On verra donc Quentin Tarantino demain. On vous débriefera tout ce qui s'est passé pendant cette conférence, mais aussi toute l'actualité à Cannes, tout ce qu'on aura pu filmer. On se retrouve dès demain, Edouard? On se retrouve demain, avec plaisir. Bonne soirée. On se retrouve donc demain à 19h en live. À toutes. Salut.